Carole Berthaud, bonjour Bonjour et Sébastien. bienvenue sur la chaîne Neige et Conscience. Merci beaucoup d'être là, c'est super cool pour ton temps. Merci à toi de m'y avoir invité. Je te laisse te présenter. Moi je m'appelle Carole Berthaud, j'ai 52 ans. Donc aujourd'hui je suis patient expert diplômé. Qu'est-ce que c'est que patient expert diplômé? Donc on est là, on a appris, je suis allée à l'école, je suis repartie à la Sorbonne Paris et on nous a appris à transformer l'expérience de la maladie en expertise. Et l'autre partie de mon temps, je pratique le massage énergétique que j'aime énormément. Carole, t'as expérimenté le cancer. C'était un cancer du sein, c'est ça? Déjà, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la personne que tu étais avant? Oui, c'est une bonne question parce que la personne que j'étais avant n'a rien à voir avec celle que je suis aujourd'hui. Donc la Carole d'avant cancer, elle bossait beaucoup. J'étais responsable logistique dans l'industrie. J'y ai travaillé pendant 26 ans. On faisait partie d'un groupe international, donc je m'occupais de l'import-export principalement, mais pas que. Mais on va dire principalement. Et je travaillais à l'époque, il y a même des moments où j'étais à 50 heures semaine. J'ai adoré mon job, mais autant je l'ai adoré, autant je l'ai détesté à la fin. Et puis surtout, je me faisais discrète, je me faisais pas remarquer. Jamais de la vie j'aurais osé parler en public. Si on m'avait dit que j'allais un jour animer des conférences, je l'aurais jamais cru. Là récemment, j'ai fait une conférence devant un peu plus de 120 personnes. Si on m'avait dit ça, j'aurais dit même pas en rêve. Et puis surtout, j'exprimais pas mes sentiments. Je ne faisais rien pour moi. Pour moi, le but, c'était aider les autres. J'étais capable de bouleverser mon emploi du temps, même pour un voisin. Enfin, voilà, je prenais pas de temps pour moi, en fait. Et donc jusqu'au jour où? Jusqu'au jour où, 7 septembre 2016, un cancer va venir bouleverser ma vie. Alors au début, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, hein, c'est le tsunami qui arrive dans notre vie, parce que cancer, c'est quand même une épreuve de vie marquante qui sollicite de nombreuses ressources personnelles visant à affronter au-delà des effets de la maladie et des traitements quelque chose d'encore plus profond et intime, donc du domaine de ses propres angoisses sur qui on est, où on va, qu'est-ce que les autres pensent savoir de qui je suis. C'est vraiment des questions comme ça qui nous arrivent. Et puis, moi, je suis allée de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Mais surtout, quand on m'a diagnostiqué ce cancer, c'est, je vais dire, même si c'est une expression que j'aime pas, complètement par hasard, parce que je fais partie des gens qui ne croient pas au hasard, mais je n'avais pas de boule. J'avais rien, aucun signe extérieur visible. Comment ça arrivait? Est-ce que c'était parti d'une douleur ou est-ce que c'était peut-être un examen préventif que tu avais fait? Ouais, Donc c'est suite à un examen de contrôle. Donc j'ai ma maman et ma grand-mère maternelle qui ont eu un cancer du sein. Et ma maman insistait pour que je fasse les mammographies régulièrement. Sauf que j'avais une gynécologue qui refusait parce que j'étais trop jeune. Bon, moi, la gynéco, elle refuse. Moi, j'ai pas fait médecine. Si elle refuse, c'est qu'il y a une raison. Mais cette année-là, particulièrement, ma maman qui insiste beaucoup plus que les autres années et qui me lâche pas. Et je me souviens, j'ai pas été très cool avec elle. À un moment, j'écoute, maman, tu me fais chier. Moi, je raccroche, bonne journée, et je lui raccroche. J'ai culpabilisé de lui avoir parlé comme ça. Et puis j'ai dit, ouais, quand même, bon, allez, je vais prendre une journée de congé. Je vais aller je vais prendre rendez-vous avec ma gynéco. Je vais lui demander contrôle. C'est une et puis j'ai surtout changé de gynéco. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que moi, ma gynéco qui voulait pas me faire de mammographie, mais là, du coup, ça m'interpelle et je dis, bon, allez, je vais changer de gynécologue. Donc, ma gynécologue qui refusait de me faire la mammographie parce que j'étais trop jeune, donc là, je me dis, quand même, faut que je fasse quelque chose. Donc, je change de gynéco, qui me regarde avec des gros yeux ronds quand je lui dis que je change parce que la précédente, elle veut pas me faire de contrôle. Donc, elle n'ose rien me dire, mais elle me dit, si, on va faire. Donc, elle fait mon dossier et elle fait un palpé long et minutieux. Elle me dit tout va bien, on va faire la mammo. Ok, on fait la mammo, tout va bien, super. Elle me dit on le fait tous les 2 ans. Vu votre âge, tous les 2 ans, c'est suffisant. Ok, pas de problème. Je pense qu'on est 2 ans après. Ma maman qui m'appelle pour me harceler. Est-ce que tu as fait ton contrôle? Faut faire ton contrôle. Elle insiste plus que d'habitude. Je l'envoie balader. Écoute maman, tu m'emmerdes, j'ai pas le temps. Bonne journée, au revoir. Je culpabilise de lui avoir parlé comme ça. Je dis, quand même, j'exagère, c'est pour mon bien. Bon, allez, je vais prendre congé, je vais prendre le rendez-vous et je vais aller faire cet examen. J'arrive donc chez ma nouvelle gynécologue
Elle me fait le palpé long, minutieux, elle me dit bon, nickel, tout va bien. Et elle insiste tellement, je dis elle va finir par me trouver un truc là, parce que quand est-ce qu'elle va lâcher mes seins? Et elle me dit que tout va bien. Je repars à son bureau, elle dit au fait, on en est où avec la mammographie? Bah j'écoutais, je crois que ça fait 2 ans justement, c'est pour ça que j'ai pris le rendez-vous. Bah elle dit on va vérifier ça. Puis là elle me dit ah ben non Madame Berthaud, on a loupé 1 an, ça fait 3 ans. Ah bon? Ah bah le temps passe vite. Ok, je fais mes examens. Je crois que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête, parce que si on l'avait fait au bout de 2 ans, on n'aurait rien vu. Donc là, on le fait, 3 ans après, on voit quelque chose, mais c'est minuscule. Donc, doute, bah écoutez, on voit quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, on refait un agrandissement à gauche. Ouais, je dis quand même, ça pue, on me demande un agrandissement à gauche, on va me trouver un truc. Et là, on me dit, bah, écoutez, on fait une échographie, il y a un truc qui n'était pas présent sur les analyses d'il y a 3 ans, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on vous donne rendez-vous pour une biopsie. Moi, là, à ce moment-là, j'ai toujours pas de douleur, toujours pas de boule, rien, pas de déformation du sein, pas d'écoulement, rien, aucun signe, zéro. Donc, ok, on fait la biopsie, hein, et là, bah, quand la biopsie arrive, donc on ne me prononce pas le nom de cancer, on va me dire... bon, bah là, ce que vous avez, c'est méchant. Et c'est moi qui verbalise et qui dit « j'ai un cancer ». Donc voilà comment on l'a découvert. Quand on t'annonce ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pile poil dans ta tête? Tu vois, comment tu t'accuses le coup, quoi? Ah bah alors là, je me dis, bah c'est pas possible, je peux pas avoir un cancer. Enfin, moi, je vais bien, je suis en parfaite santé, quoi. Moi, j'ai jamais rien eu, jamais pris de traitement, je peux pas avoir un cancer, c'est pas possible. Et puis là, je réalise que merde, quand même, cancer, quoi. Cancer, c'est encore, à l'époque, c'était encore pour moi synonyme pas forcément de mort, puisque ma maman, qui était toujours vivante à cette époque-là, est plutôt bien, alors qu'elle avait eu un cancer très grave. Et du coup, je me dis, ok, on m'annonce que c'est tout petit, donc que je vais avoir une chirurgie, peut-être de la radiothérapie, mais pas de traitement lourd, et que dans 6-8 mois, c'est un mauvais souvenir. Ok, bah donc j'ai pas le droit de m'effondrer. Donc on va y aller, l'urgence c'est de prendre rendez-vous avec ce chirurgien, on enlève ce truc et on n'en parle plus. Donc à l'époque, il se passe juste ça en fait dans ma tête, mais surtout c'est, je vais pas le dire à ma famille. Parce que c'est pas possible, je peux pas les faire souffrir. Ma mère, elle est super angoissée, super anxieuse. Je vais prendre sur moi, je vais me faire opérer et je le dirai après. Je ne veux pas leur mentir, mais en le disant après, bah, il n'y aura déjà pas l'inquiétude de l'anesthésie et puis on verra. Et puis quand je vais leur annoncer, je vais leur dire « Non mais vous inquiétez pas, hein, dans 6-8 mois, je suis au boulot, on n'en parle plus. » Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Lors de la première opération, alors comme quoi on a quand même parfois des ressentis, parce que je me souviens que la veille de rentrer à la clinique, j'ai besoin d'aller marcher. Et je me retrouve au bord de l'eau, sur la plage à Dunkerque. Je ne voulais pas voir de monde parce que j'étais pas bien. Et je pense même que je pleurais à l'époque. Et en marchant au bord de l'eau, je sais qu'il y a un truc qu'on va m'annoncer. Et je sais que ça va pas... Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer parce que j'ai quand même un côté très cartésien à l'époque. Je ne peux pas expliquer ce ressenti, mais je sais qu'on va m'annoncer un truc. Ça va rester très présent toute la nuit et le lendemain, quand je vais rentrer en clinique, je vais leur dire que je veux voir le chirurgien. Et je lui dis, vous ne m'avez pas parlé du curage axillaire? Bah non, Mme Berthaud, dans votre cas, la tumeur est minuscule. Bah non, il n'y aura pas besoin de curage axillaire. Donc il m'explique comment ça va se passer. On analyse le ganglion sentinelle pendant l'intervention. Et puis, s'il est positif, on enlève la chaîne ganglionnaire. Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous, ce ne sera pas positif, c'est pas possible, c'est trop petit. Et moi, j'insiste, parce qu'à ce moment-là, je sais. Et je lui dis, je veux le savoir en salle de réveil. Et j'insiste tellement qu'il me regarde avec des gros yeux ronds. Il me dit, bah, écoutez, je vais passer l'instruction, je ne peux pas garantir que ce soit respecté, mais je vais le passer en instruction. Et là, c'est juste incroyable, je me retrouve dans la salle de réveil et je veux ouvrir mes yeux, mais sans douleur, comme si je me réveille d'une nuit de sommeil. Et là, je n'ai même pas encore ouvert les yeux, que j'ai un infirmier qui me parle et il sait déjà que je suis réveillée, truc de fou. Je me dis, ouais, comment il sait? Et là, il me dit, bah, écoutez, Mme Berthaud, l'intervention s'est très bien passée. Par contre, vous avez demandé à ce qu'on vous informe, je n'ai pas une bonne nouvelle. Le ganglion sentinelle était positif
on a dû faire un curage axillaire. Et là, dans ma tête, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que les cellules cancéreuses sont passées dans la lymphe. Ça veut dire qu'il y a des risques de métastases sur les autres organes. Ça veut dire chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Et là, je sais que c'est plus ce qu'on m'a annoncé, un bébé cancer. Et là, catastrophe. C'est à ce moment-là que le tsunami est arrivé dans ma vie. Enfin, là, c'est à ce moment-là que le ciel m'est tombé sur la tête. La première intervention, parce que tu as dit beaucoup de mots, tu vois, un peu compliqués. Si on veut juste simplifier un petit peu, c'est qu'en gros, parce qu'au début, tu annonces que c'est quelque chose qui est méchant quand même. Oui. Alors, c'est méchant, mais pas... C'est méchant, c'est cancéreux, mais très petit. Une tumeur de quelques millimètres. Donc on l'enlève. On fait de la radiothérapie par sécurité, mais c'est tout. Donc, ta première intervention, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? C'était un... Lors de la première intervention, c'est plus grave que prévu. Ils savent que la tumeur est déjà plus grosse et qu'il y a les ganglions qui sont atteints. Donc là, c'est le vrai coup de massue. Ouais, là, c'est le coup de massue. Et donc, à ce moment-là, dans ta tête? Ah bah là, dans ma tête, c'est le tsunami, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Et là, je sais que je vais passer par chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Ça veut dire aussi, là dans ma tête, tout de suite, je vais perdre mes cheveux. À l'époque, j'ai les cheveux jusqu'aux épaules. Je vais perdre mes cheveux. Alors aujourd'hui, s'il y avait que ça dans mon parcours, on s'en fout, des cheveux ça repousse. Mais à ce moment-là, on ne se dit pas ça. On ne se dit pas ça du tout. Donc là, c'est catastrophe. Et puis là, mais qu'est-ce que je vais dire à ma famille, quoi? Parce que là, maintenant, je vais devoir les inquiéter. Je vais devoir l'annoncer à mes parents, je vais devoir le dire à mon fils. Comment ils vont réagir? Parce qu'à ce moment-là, tu disais que tu n'en avais parlé à personne jusqu'à Non. ce jour-là, mais c'est-à-dire que tu n'en avais même pas parlé à ta famille proche, quoi. C'était vraiment... Le seul qui savait, c'est mon fils. D'accord. Parce qu'il vivait encore chez moi, il avait 19 ans. Il commençait tout juste ses études à Saint-Luc à Tournai. Et donc là, je voulais pas lui mentir. Et vivant avec moi, il allait être très vite confronté à des choses. À l'époque, c'était très difficile avec mon fils. On avait des relations un peu conflictuelles, on ne se comprenait pas. En fait, mon fils est quelqu'un de très sensible, mais il ne le faisait pas voir. Il donnait l'impression d'être un gros dur. Et donc, quand je lui ai annoncé, par contre, il s'est littéralement effondré. Et là, j'ai pu le prendre dans mes bras, alors qu'il faisait son gros... et sa maman, elle n'avait plus le droit de le prendre dans les bras. Et là, j'ai pu le prendre dans mes bras. Et voilà, donc, mais c'est le seul qui a su. T'avais quel âge à ce moment-là, toi? 46 ans. Diagnostic tombe. Qu'est-ce qui s'en est suivi, du coup? Après, c'est des rendez-vous avec les chirurgiens. Mais là, à partir de ce moment-là, je vais aller de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Parce que quand ils nous enlèvent, quand ils font l'opération, ils nous enlèvent une tumeur. Et ça part en analyse. C'est analysé en laboratoire. Et donc là, on attend encore une semaine pour avoir les résultats. Une semaine après, le rendez-vous est pris avec le chirurgien et je vois la tête que le chirurgien fait. Et là, pareil, je sais qu'il va m'annoncer un truc. Et là, le chirurgien me dit « Je ne comprends pas votre cas. J'ai pas de bonnes nouvelles. Nous ne sommes pas en bord sain. » Qu'est-ce que ça veut dire « nous ne sommes pas en bord sain » Il me dit « J'ai pourtant prélevé beaucoup plus que ce qui était prévu. Mais malgré tout, je n'ai pas eu la tumeur complète. Il reste des cellules cancéreuses. Donc on va devoir réopérer. Mais il ne me parle même pas de réopération, il me parle de mastectomie. Donc c'est quoi exactement? Mastectomie, ablation du sein. Là, c'est juste pas possible. Alors que je perde mes cheveux, c'est un coup. Mais que je perde en plus un sein, non, c'est juste pas possible pour moi. Je suis quelqu'un de très féminine. Là, on touche à ma féminité et là, je m'effondre. Mais alors là, je m'effondre, mais littéralement. C'est juste pas possible. Et donc, il voit ma réaction et là, je lui dis « Non, mais là, c'est plus la même histoire. Vous envoyez mon dossier à Lille immédiatement. » Et là, il me dit « J'ai anticipé et je l'ai envoyé à Lille. Donc, on va demander l'avis de Lille. » Donc, la réponse, entre deux, je réfléchis. Entre deux, j'informe ma famille. Je prends sur moi, j'informe ma famille, mais je suis beaucoup plus effondrée de devoir annoncer ça à ma famille que du cancer en lui-même, finalement. Par l'empathie que... Ah oui, j'aurais été prête à faire n'importe quoi pour qu'il ne souffre pas. Et je vais même aller plus loin, je me suis posé la question,
si mon fils m'annonçait un truc grave le concernant, mais si je pouvais prendre ce truc à sa place, mais je le ferais sans hésiter. Et là, c'était ça, en fait, mais comment je peux faire pour les épargner de ça? Sauf qu'il n'y a pas de solution, on ne peut pas. Donc ça a été une épreuve terrible pour moi que de l'annoncer à ma famille. Comment ça s'est passé la suite de ça? C'est-à-dire quel traitement tu as eu? Lille a donné son compte-rendu. Alors entre deux, il y a quand même mon frère qui est proche de moi, on a 20 mois d'écart, qui habite en région parisienne et qui me dit, alors il entend bien hein, que je ne veux pas qu'on m'enlève un sein, et mon frère me dit, mais attends Carole, tu préfères vivre avec un sein en moins ou mourir avec tes 2 seins? Et ça a été quand même un électrochoc. J'ai dit oui, peut-être qu'il a raison. Je ne sais pas comment je vais vivre avec ça, je ne sais pas ce que je vais faire, mais bon, il y a des solutions. Donc je dis oui, il a raison, donc je recontacte le chirurgien. Je dis bon, j'ai réfléchi, si on n'a pas le choix, je préfère vivre avec un sein en moins que de mourir avec mes 2 seins. Je vais voir un chirurgien plasticien à Lille en vue d'une reconstruction, enfin voilà. Mais on ne peut pas faire la reconstruction tout de suite, il faut attendre entre 1 an et 2 ans. Et là, on a entre deux la réponse de Lille. Et Lille ne valide pas une mastectomie. Lille dit que, vu mon âge, on peut tenter ce qu'ils appellent une recoupe. Donc on retente une 2e intervention chirurgicale. Chose que j'ai fait, j'ai accepté. Et donc, lors de la 2e intervention chirurgicale, je revois la tête du chirurgien, je dis ça y est, il a encore un truc à m'apprendre. Effectivement, mauvaise nouvelle. Une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, Madame Berthaud, c'est que nous sommes enfin en bord sain. Ça veut dire qu'on a eu la totalité de la tumeur, mais du coup, on sait maintenant que la tumeur, elle fait pratiquement 5 cm de diamètre. C'est énorme. Et théoriquement, on n'opère pas une tumeur de 5 cm. On fait ce qu'on appelle de la chimio néoadjuvante, donc chimiothérapie avant, pour diminuer, voire supprimer la tumeur, et on opère pour enlever les résidus. Donc là, moi, je suis déjà hors protocole. Et là, avec les analyses de la 2e opération, là, il me dit « Nous sommes en bord sain, mais… » Je suis un peu allée voir à côté ce qui se passait. J'ai retrouvé une petite masse qui était dure à mon goût. Je l'ai enlevée, elle a été analysée et elle est cancéreuse. Donc là, on me reparle encore une fois d'une mastectomie. Et là, c'est l'oncologue que je vais choisir, puisque je décide de changer d'oncologue à ce moment-là, qui lui va être déterminant dans mon parcours. Et où, grâce à lui, on va sauver mon sein, parce qu'aujourd'hui j'ai mes 2 seins, forcément avec un impact quand même, parce que lors de la 2e opération, ils ont enlevé un peu plus, donc visuellement c'est visible, mais moi dans ma tête j'ai mes 2 seins. Donc c'est quand même déjà plus facile à accepter. Entre la détection et l'opération, il s'écoule à peu près combien de temps? Moi, j'ai voulu que ça aille très vite pour justement annoncer à ma famille que, allez, c'est un mauvais souvenir. Donc, entre l'annonce et la première opération, il y a 10 jours. D'accord. J'ai vraiment mis la pression au chirurgien, je dis, il faut que ça aille vite. Je veux que ça aille vite. Par contre, entre la 2e opération, pareil, 2 semaines. Entre la première et la 2e opération, il y a 2 semaines. Donc, tout s'est fait très vite. Et après, tout s'est enchaîné. Donc après la 2e opération et les mauvaises nouvelles du labo, après on a enchaîné assez rapidement les séances de chimiothérapie. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, il n'y a pas eu de pause entre la chimiothérapie et la radiothérapie. À peine la dernière séance de chimio faite, on a enchaîné directement avec les séances de radiothérapie. Et là, j'ai eu 33 séances de rayons. Qui se sont étalées sur combien de temps du coup? Tous les jours. Les rayons, on y va tous les jours, sauf le week-end. T'as perdu tes cheveux? Oui. J'ai perdu mes cheveux, donc j'ai anticipé. Je suis allée pour avoir une prothèse capillaire en disant « j'ai pas regardé les catalogues, je veux la même chose que ce que j'ai là ». Donc j'avais la même coiffure, la même couleur que ce que j'avais avant. Je ne l'ai pas beaucoup supporté cette perruque et j'ai osé l'enlever quand j'avais 1 cm de cheveux. Et puis là, je me suis dit finalement, le regard des autres, je m'en fiche. Et puis aujourd'hui, j'ai les cheveux courts volontairement. Enfin, ça correspond à celle que je suis aujourd'hui. Ça donne un côté plus dynamique, plus peps. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, s'il n'y avait que cette étape-là, ça serait rien, quoi. Mais on ne peut pas dire ça à quelqu'un qui est en train de le vivre. On ne peut pas dire à quelqu'un, ça va repousser.
après ces rayons, c'était quoi la suite du programme du coup? Parce que après, c'est quoi? C'était des contrôles, c'est ça? Hormonothérapie, donc un cachet à prendre tous les jours, que j'ai d'abord refusé parce qu'il y a des effets. On entend plein de patientes arrêter leur traitement d'hormonothérapie, douleurs articulaires plus, bouffées de chaleur, donc ça nous met en ménopause, ça peut nous mettre en ménopause précoce, ce qui a été le cas pour moi, avec toutes les choses qui vont avec, la prise de poids, donc moi ça m'a quand même fait prendre 15 kilos, malgré le sport que je faisais. Et donc j'ai dit à l'oncologue qui me suivait, non moi je ne le prends pas. Parce que de toute façon j'ai regardé, je me suis renseignée, et puis c'est pour éviter les risques de récidive. Pour les cancers hormonodépendants, on préconise l'hormonothérapie pour vraiment mettre un maximum de chances de côté de ne pas avoir de récidive. Mais le pourcentage, il n'est pas si élevé que ça. Et donc j'ai dit que je ne le prenais pas. Sauf que l'oncologue qui me suivait m'a dit vous voulez que je vous rappelle votre dossier? Enfin bref, il m'a mis une belle claque et j'ai dit ok. Je suis allée le chercher. J'ai bien mis ma boîte de côté pendant 10 jours et un jour, je me suis dit, puisque le mental est puissant, il paraît que le mental est puissant, je vais essayer un truc. Parce que tous les matins, j'étais incapable de l'avaler, parce que je le voyais comme un ennemi qui allait me pourrir la vie encore plus que tout ce que j'avais. J'avais déjà subi pas mal la chimiothérapie où j'étais malade à crever, où je me reconnaissais plus moi-même. Donc je ne voulais pas encore m'infliger ça. Et puis après, je me suis dit, mais puisque le mental est puissant, je vais faire un test. Puis un matin, je me sens prête. Alors ça peut paraître ridicule pour certains. Je me vois encore en train de le faire. Je prends ce cachet. Je le mets entre mes doigts, puis je le regarde. Et puis, dans ma tête, je lui dessine des yeux sur ce cachet, un nez, une bouche en train de rigoler. Et puis je le vois et je lui parle. Ok. En fait, toi, tu n'es pas un cachet. Tu es une petite pastille blanche, magique. Je vais t'avaler tous les matins. Et grâce à toi, je vais guérir. Et tous les matins, quand je prenais ce cachet, je pensais à ça. Je n'ai eu, à la grande surprise même de l'oncologue qui me suivait, je faisais des contrôles tous les 6 mois, douleurs articulaires sur une échelle de 1 à 10, j'en ai pas. Je vous ai demandé d'où... non, mais j'en ai pas. Pas de bouffée de chaleur. Je n'ai eu aucun des inconvénients à part la prise de poids. Mais voilà, j'ai jamais eu de douleur articulaire. C'est comme si je prenais pas ce cachet. Mais moi, dans ma tête, c'était ce petit cachet magique. J'étais censée le prendre pendant 5 ans, mais vu le cancer que j'avais, on m'a dit on va vous dire 5 ans dans un premier temps, mais il faudra sûrement le poursuivre. Donc certainement 10 ans. Au bout de 4 ans et demi, l'oncologue qui me suit, qui décide de me l'arrêter. Moi qui étais réticente à le prendre, la panique totale, c'est mon petit truc magique là, et on veut me l'arrêter. Je lui dis non mais attendez, comment ça vous me l'arrêtez? Mais vous m'aviez dit que je devais le prendre 5 ans, mais que vous m'annoncez 5 ans au début, mais que ça serait sûrement plus. Mais il me regarde, il me dit mais vous vouliez pas le prendre le truc, maintenant vous voulez pas l'arrêter? Et je lui dis non, c'était mon petit cachet magique. Il me dit vous n'en avez plus besoin. Ok. Si le mental il a marché d'un sens, on va le faire dans l'autre. Je vais mettre dans mon mental que ce petit cachet magique il a fait son job et que j'en ai plus besoin. Je suis guérie. L'oncologue il me répond non mais je vous ai pas dit ça. Oui non mais vous me dites pas que je suis guérie, mais moi je me le dis. Moi je suis guérie pour moi. Donc aujourd'hui je vis comme tout le monde, comme si j'ai rien. Après ce tsunami, diagnostic, opération, chimiothérapie, qu'est-ce qu'on fait de sa vie quoi? Là, moi, avec toutes ces mauvaises nouvelles et tout ce que j'avais subi, j'ai même cru, j'ai dit à l'oncologue, mais en fait, je vais mourir des chimios et pas du cancer. Parce que les chimios ont eu un gros impact sur moi, mon cœur qui battait à 170 alors que j'étais pas en effort. Et là, j'ai vu toute ma vie défiler et j'ai surtout pris conscience que je pouvais mourir demain. Waouh quoi! Mais quand on a 46 ans et qu'on prend conscience qu'on peut mourir demain, non mais... On voit toute sa vie défiler et on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Puis on réfléchit, surtout on se retourne sur toute sa vie, sur tout ce qui s'est déroulé. Et là, moi, dans mon cas, je me suis aperçue que j'étais plus bien dans mon job. J'étais pas bien dans ma relation amoureuse. Je vivais avec quelqu'un depuis... rencontré 2 ans avant le diagnostic cancer. Je me dis... donc là, on était quelques années après, mais...
Mais non, mais moi, je ne peux pas rester là-dedans. Je ne peux pas rester avec un job qui ne me convient pas. Je ne peux pas rester dans une relation dans laquelle je ne suis absolument pas épanouie. On réfléchit. On fait un petit voyage à l'intérieur de soi. On se pose beaucoup de questions. Et moi, surtout, je me suis demandé, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime avec qui je suis? Est-ce que j'aime là où je suis? La réponse était non à tout. Tu remets en cause un peu toute la vie que tu as eue, c'est ça? Cette période de maladie t'a permis finalement de faire une pause et de se poser ces questions. Oui, complètement. Est-ce que tu as mis en lien la maladie avec justement la vie que tu avais avant et les choix que tu avais fait ou pas? Carrément. Ok. Ah mais oui, je suis persuadée connaître l'origine du cancer, mais bien sûr. Mais j'en suis intimement convaincue. Et je me suis vraiment dit, ok Carole, il y a ça qui t'est tombé sur le coin du nez. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais surtout, qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie? Parce que j'étais intimement convaincue que si je ne changeais rien dans ma vie, alors ça allait se répéter. Et je ne voulais surtout pas de cette récidive. Donc je me suis dit, réfléchissons sur ce qui a changé dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie? Sauf que moi, dans ma vie, c'était pas rien. Il fallait changer de job, il fallait virer le mec avec qui j'étais. Punaise, il y en a que c'est peut-être des petites choses, mais mon côté raisonné et tout, à ne pas foncer tête baissée, non mais ok Carole, tu as une petite voix qui te dit de changer de job. À ton âge, donc là, entre les traitements et tout, j'avais peut-être 48 ans, 49 ans. Sur le monde du travail, déjà on est vieux. Et puis surtout, moi je n'avais aucune confiance en moi, pas d'estime de moi, et puis surtout je ne savais rien faire d'autre. Je vais aller où? Qu'est-ce que je vais faire? Mon fils en études à tourner, là ça me coûte 500 balles par mois. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Jusqu'au jour où ça devient très clair, et où on ne se pose plus ces questions-là, on se dit juste c'est une question de survie. Et où j'ai pris mon téléphone et j'ai dit à mon patron, je ne reviendrai pas. Donc là, il me dit, non mais Carole, c'est pas possible, tout est négociable, on va revoir ton salaire, et puis on sait que tu adores les achats, on va te confier la responsabilité du service achat. Et là, je me vois, mais je me reconnais même pas, très calmement lui dire, non mais attends, là ça me saoule d'être au téléphone comme ça, on est en boucle, c'est pas constructif, je vais te dire une phrase qui va te permettre de tout comprendre. Si demain, tu me proposes 10 000 € net par mois, je reviens pas. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est trop tard en fait. T'étais où pendant 3 ans? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi pendant 3 ans? Et puis je lui dis au revoir et bonne continuation et je raccroche. Purée, je l'ai fait quoi. Je me suis dit, je l'ai fait. Sauf que ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'une semaine après, j'allais mettre dehors l'homme avec qui je vivais. Ça, je ne l'avais pas prévu aussi rapidement. Mais ça veut dire que je me suis retrouvée, moi, raisonnable, qui calcule bien son truc, je me retrouve sans boulot, sans appui financier, puisque je mets dehors l'homme avec qui je vis. Justement, tu prends la décision de changer de boulot, de changer de conjoint, de se séparer de ton conjoint à l'époque. Est-ce que finalement, c'est des choses qui t'étaient déjà traversées l'esprit avant? Non, alors, changer de boulot, oui, je me suis posé la question, mais je ne me sentais pas capable d'aller travailler ailleurs. Dans ma vie avec cet homme, oui, la relation ne me convenait pas depuis très longtemps, mais ça, je lui disais. Par contre, j'avais des discussions, je lui disais que la relation ne me convenait pas. Je devais me séparer avant l'annonce du cancer. Donc j'ai profité, on va dire, de ce cancer pour lui dire que non, il fallait qu'on se sépare, que j'allais passer par des périodes difficiles, et lui, non, j'étais la femme de sa vie, enfin il allait être présent, etc. J'ai pas eu la force de le faire à ce moment-là parce que déjà il m'a dit tout ça, donc ça m'a remis des choses en question, et puis surtout la chimiothérapie m'a tellement mis à terre que j'avais aucune énergie de faire quelque chose pendant ce moment-là. En gros, tu redémarres un peu. Ah oui. C'est Carole 2.0. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais justement Il faut quand même préciser, la chose qui m'a permis de faire ça, c'est que quand même j'étais propriétaire de ma maison et elle était finie de payer. Donc j'avais un toit au-dessus de ma tête. Ok, j'avais pas de boulot, je savais pas comment j'allais vivre, mais j'avais quand même un toit au-dessus de ma tête. Et puis pendant la maladie, j'avais quand même repris des études. J'avais repris des études, je suis repartie à l'école pendant 1 an et demi pour apprendre la naturopathie, la phytothérapie, l'iridologie. Mais c'était pour m'accompagner moi et pour faire face aux traitements lourds. Donc tu as repris des études pendant ta période de... Oui, j'étais en arrêt maladie, alors j'avais pas le droit.
mais je l'ai fait. Ouais. Mais j'avais pas le droit de reprendre des études, mais je l'ai fait. Donc naturopathie, Oui, phytothérapie, iridologie. phytothérapie et iridologie, qu'est-ce que c'est exactement? La phytothérapie, se soigner avec les plantes, et l'iridologie, c'est une spécialité de la naturopathie, c'est l'étude de l'iris de l'œil qui permet de voir l'état nerveux des organes et les déchets organiques transportés par le sang. Tu as fait ça à titre perso, c'était pour toi, c'est ça? Pourquoi? Oui. C'était pour moi, pour m'accompagner et à diminuer les effets des traitements lourds. Et donc j'ai eu recours à la phytothérapie, j'ai eu recours à de la réflexologie plantaire et ça m'a aidé vraiment. Mais tous les médecins ne sont pas ouverts à ça et quand on se dirige vers certaines pharmacies ou magasins bio, on n'est pas forcément bien renseigné. Donc j'ai décidé d'aller me former pour faire mes propres choix et pour savoir ce qui allait être bon pour moi. Et comment ça vient, cette idée d'aller vers cette branche-là, en fait? Alors en fait, j'ai décidé d'aller voir une naturopathe pendant mon parcours pour m'aider. Et puis je l'avais trouvée très forte parce qu'elle m'avait dit des choses au-delà de ce que je m'attendais. Et très vite, rien qu'en regardant dans mon œil, elle avait vu des choses et elle avait vu qu'il se passait quelque chose au niveau du sein gauche. Et puis j'ai visité sa boutique, hein. Elle a une boutique où elle vend des plantes et je vois un petit flyer, pour ça je ne crois pas au hasard de la vie, mais je ne sais pas comment je l'ai vu, il était coincé entre deux meubles et je le prends et je vois qu'elle est sur le point d'ouvrir une école. Donc elle était déjà prof dans une école réputée de Paris et je vois qu'elle ouvre une école. Je prends des renseignements et c'est comme ça que j'ai eu envie de m'inscrire en fait. T'as été jusqu'au bout du coup de ton... T'as eu un diplôme ou comment ça se passe? Ouais. Comment ça s'est passé? Ouais, je suis allée jusqu'au bout. Je voulais pas passer le diplôme parce que les effets de la chimio qui jouent sur le cognitif, la concentration, donc ça a été difficile. Il y a beaucoup de choses à apprendre en naturopathie, mais je l'ai fait. J'ai réussi l'examen haut la main. Ça, j'en suis parvenue moi-même. J'ai tellement pleuré pour apprendre, je savais tout. 2 jours après, je ne savais plus rien. Donc j'ai bossé, probablement 3 fois plus que tout le monde. Mais ce résultat, j'ai été impressionnée moi-même du résultat. Et c'est ce résultat-là qui m'a donné le courage de postuler à la Sorbonne Paris. C'est-à-dire que tu reprends des études, c'est Ouais. ça? Et donc ça, c'était à la Sorbonne, c'est pourquoi exactement? Donc là, c'était un diplôme universitaire pendant une année universitaire, donc à Paris. Et c'est un DU qui est ouvert aux patients, donc des patients atteints de cancer ou aux cadres de santé. Donc moi j'y suis allée pour aller chercher une légitimité, pour pouvoir accompagner des patients, pour pouvoir accompagner des soignants aussi, être ce petit trait d'union, ce décodeur entre les deux mondes, patients-soignants, faire prendre conscience de choses à des médecins, mais en même temps faire prendre conscience aussi de choses à des patients. Et on apprend à transformer son expérience en expertise. Donc je suis allée y chercher une légitimité, mais on ressort avec bien plus qu'une légitimité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on apprend tellement de choses, c'est tellement riche, on est formé à des techniques d'écoute. On voit aussi le côté des problématiques des médecins. Il y a des patients qui disent « Oh, tel médecin ceci, tel médecin cela, on n'est pas écouté, on est expédié, on a plein de questions, il est déjà debout à la porte. » Oui, mais il y a des problématiques. Enfin, on ne peut pas demander. Pareil, il y a des médecins qui sont plus ou moins empathiques. Moi, je dis, un médecin, il ne peut pas être tout à la fois. Il y en a qui sont très bons techniciens, qui sont peut-être moins bons dans les relations humaines. Oui, mais on voit aussi ce côté-là. Je prends souvent l'exemple, quand vous portez votre voiture au garage, c'est le mécanicien qui répare votre voiture. Vous n'en avez rien à faire. Si le mécanicien n'est pas empathique, vous ne le voyez pas. Vous êtes reçu par une secrétaire et ça ne pose pas de problème. Sauf qu'un médecin, on lui demande tout. Il ne peut peut-être pas faire tout, il est humain avant tout, ce médecin. Donc c'est tout ça qu'on va voir pendant cette année universitaire. Donc on va vraiment pouvoir être ce petit décodeur et ce trait d'union entre les deux mondes. Cette année à la Sorbonne, c'est quoi? Donc tu as un diplôme à la fin, c'est quelque chose qui est reconnu en fait? Ça, pour accéder à quoi exactement alors? Oui, c'est un diplôme qui est reconnu. Donc le titre exact, il est long. On va faire le titre court, c'est le titre de patient expert. Donc on fait partie des textes, hein, l'ARS, on est reconnu, mais finalement, il y a des textes qui incluent des patients experts dans les cliniques, dans les hôpitaux, parce que le patient expert a un vrai rôle à occuper, mais ça c'est sur le papier. En concret, en tout cas sur Dunkerque, il n'y en a pas. C'est très difficile d'être embauché en tant que patient expert. Alors, il y a des régions, sur Montpellier, il y en a une dizaine en poste, une dizaine sur Bordeaux, il y en a un sur Nancy, il y a un poste qui a été créé à Bruxelles,
Et après, dans toute la France, il y en a, mais c'est beaucoup de bénévolat. Tu m'as dit aussi en début d'interview que tu pratiquais des massages énergétiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment c'est venu? Si tu peux m'expliquer? Alors en fait, pareil, hein, si on m'avait dit un jour que j'allais faire du massage, j'aurais dit on toucher des corps que je connais pas, je ne vais pas savoir faire ça. Et ça m'est venu naturellement, j'ai commencé à m'intéresser à des choses. J'ai d'abord connu ce que Jérôme Gaden faisait, je me suis inscrite à son séminaire Corps Miroir, qui m'a énormément parlé, qui m'a appris plein de choses. Et puis j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et de continuer. Puis un jour, j'ai entendu parler d'une formation en massage énergétique. Donc j'ai eu envie de m'inscrire. Et ce massage, donc ça reprend sur un même massage 5 techniques de massage différents. Donc massage californien, suédois, ayurvédique, lomi-lomi, tuina. Et au milieu de ce massage, il y a une partie de magnétisme. Du coup, ça faisait un peu du lien avec le corps miroir. Je me suis dit, on peut peut-être allier ce que j'ai appris au corps miroir avec le massage. Ça peut être intéressant. Et j'ai adoré ce massage. Et puis, j'ai commencé à pratiquer sur des gens que je connaissais pour ne pas perdre, parce qu'il faut quand même apprendre l'enchaînement. Puis j'ai commencé sur des gens que je connaissais. Au début, je massais. Les gens avaient vraiment des effets bénéfiques, mais sur la partie magnétisme, si je veux être honnête, je n'avais pas franchement de ressenti. Mais j'utilisais quand même la méthode corps miroir que j'avais appris, alors dans une position différente, puisque là, la personne est allongée sur la table. Et donc, du coup, je percevais des choses au niveau des chakras. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, jusqu'au jour où, après, j'ai quand même ouvert ces massages à du public, puisque c'est ma deuxième activité. Alors, il se passe des mois entre certains. Parfois, je peux masser 15 personnes. Donc, ils ont les bienfaits du massage, bien évidemment. Je perçois des choses, mais pas des douleurs, des choses comme ça, mais rien d'extraordinaire. Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive où je vais percevoir un peu plus. Et là, en l'occurrence, une dame arrive. Je ne la connais pas, comme d'habitude, je ne l'ai jamais vue. Et là, très vite, à peine les mains sur elle, j'ai une image. Et j'ai une image d'un pendu. Alors attends, tu dis que tu as les mains sur... Donc là, on est dans le... On est dans le massage. Massage, donc touché, c'est ça? Ouais. Tu fermes tes yeux, Ouais. tu vois une image. Et là, je vois une image. Comme une télé ou comme... Comme une télé. Sauf que cette image, moi, dans ma tête, elle apparaît en noir et blanc. Donc je suis surprise. C'est quoi cette image? Et puis ça m'effraie parce que là, je suis en train de masser. Donc je suis en mouvement. Je suis en train de masser la personne. Et j'ai l'image d'un pendu en noir et blanc. Mais je vois de quel côté penche sa tête, je vois comment il est, je vois que ce monsieur a une boucle d'oreille, je vois à peu près l'âge de la personne, je vois comment il est habillé. Et là, ça me perturbe. Je n'ai pas de don de médiumnité, je n'ai rien de tout ça. Pourquoi je vois cette image? Je continue le massage et à la fin, ça a été plus fort que moi. Là où bien souvent, j'ose pas dire ce que je ressens, là, je décide de lui dire. Et là, cette dame s'effondre, elle pleure et elle me dit « J'ai perdu mon mari et il s'est pendu ». Tous les éléments que tu avais vus, les petits détails du coup? Et elle me confirme les petits détails parce que du coup, j'ai posé des questions. Est-ce que votre mari avait une boucle d'oreille? Oui. À telle oreille? Ben oui, effectivement. Et donc, elle m'a confirmé les détails. Ça, c'était assez troublant pour moi. Ouais. Ah oui, Pour elle aussi, quoi. Oui, complètement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vis des trucs comme ça? Au départ, on pense que c'est notre mental. Je ne comprends pas. On pense que c'est le mental. Mais quand c'est une voix, je pense que c'est le mental. Quand c'est une image, je suis un peu plus interpellée. Puis là, l'image était tellement précise. Mais mon côté cartésien qui revient. Mais quand les gens nous confirment tout ça, c'est quelque chose qui, moi, me dépassait. Mais je repense à des choses que j'ai lues. Ça m'interpelle. Et je me dis, mais il y a peut-être quand même des choses, en fait. Il y a peut-être quand même des choses qu'on peut percevoir. Et puis, si je vais dans ce sens-là, là, c'est sur vraiment du beaucoup plus perso, mais qui est troublant et que j'ai confié à une seule personne qui est proche de moi. C'est un couple d'amis très proches. J'ai perdu ma maman, là, le 2 juillet. On était très famille. Et il y a un peu plus d'1 an, parce que c'était Noël, ça va faire 1 an, Noël l'année dernière, donc on passe tous les Noëls en famille. On est très famille et on n'a jamais fait un Noël sans être tous ensemble. Et Noël dernier, ma maman est en pleine forme, tout se passe bien. Et là, j'ai un flash, je sais que c'est le dernier Noël que je vais passer avec elle. Je ne sais pas pourquoi,
Je comprends pas pourquoi je ressens ça, mais je sais. À un moment comme ça dans la journée Ouais, mais on était en train de faire Noël. Ah d'accord, c'était le jour. On était pendant le réveillon et je sais. Mais je comprends pas pourquoi je ressens ça. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais n'importe quoi. Enfin, surtout, faut pas penser ça parce que on dit que les pensées sont puissantes, hein, que tout est énergie, que les pensées qu'on envoie. Mais non, non, il faut surtout pas que je fasse ça. Donc j'occulte ça. Je veux pas savoir ça. Enfin, je veux pas avoir ça. Et puis c'est tout. J'y pense plus. Et puis Noël est passé, on est revenu dans la vie de tous les jours et je me réveille le matin avec des angoisses. Mais des angoisses vraiment, des vraies angoisses. Je sais nommer que c'est une angoisse. Mais dès que j'ouvre les yeux et que je nomme angoisse, je sais que ça ne m'appartient pas. Mais pourquoi ça ne m'appartient pas? C'est quoi ça? Et là, c'est comme si on me dit, il va se passer quelque chose avec ta maman. Donc c'est pareil, c'est pas une voix, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un truc qu'on me met dans ma tête que je sais, une petite voix qui me dit qu'il va se passer quelque chose. Et là, c'est pareil, n'importe quoi. Ma maman, elle va bien, elle est en pleine forme, elle fait ses 10 km par jour, elle reçoit ses amis régulièrement le dimanche, elle fait des gâteaux qu'on pense qu'ils sortent d'un pâtissier, les trucs apéros, elle fait tout elle-même, enfin... voilà, elle fait des trucs de fou, elle cuisine toute une journée complète la veille tellement elle est contente de régaler ses amis, enfin voilà, elle a plus de pêche que moi, c'est pas possible, il va rien lui arriver. Et là, ça va être un enchaînement de quasiment tous les jours. Jusqu'au jour où je me réveille un matin toujours avec ces angoisses et là, il y a une chose qui se précise. Et là, c'est comme si on me montre une image et je vois un 5. Mais je sais dire avec quel caractère il est. Je pourrais presque le dessiner, ce 5. Il est gris, il n'a pas de couleur particulière. Il est, encore une fois, tiens, du noir au blanc. Là, j'en prends conscience en le disant là. C'est quoi ce 5? Et le temps de dire c'est quoi ce 5, je vois un énorme 7 venir recouvrir ce 5. Il n'a pas de barre, c'est juste un 7 comme ça. Quand tu dis que tu le vois, à ce moment-là, t'es réveillé, t'es endormi, il fait jour, il fait nuit, c'est un rêve. J'ouvre les yeux, je suis dans mon lit. Je viens juste de me réveiller. Je n'ai aucun souvenir d'un rêve. Je constate juste cette angoisse. Ce 5, un 5 c'est quoi? Et un 7 qui apparaît. Juste au réveil le matin. Qui devient comme une image. Qui me vient comme une image. Comme une image en noir et blanc. C'est tout. Après j'oublie, hein. Je fais ma journée. Le temps passe et je le dis à ce couple d'amis. C'est les seuls qui sont au courant. Je ne sais pas, comme si j'avais besoin d'un témoin qui va me rappeler que s'il se passe quelque chose, j'ai un témoin à qui je l'ai dit et qui pourra prouver que ce n'est pas des hallucinations et que ce n'est pas un rêve. Et ça, tu le mets toujours en lien avec ta maman? Ah oui, je sais que ça concerne ma maman. Je ne sais pas comment, mais je sais. Puis un matin, je suis en télétravail. Je mets la musique, je mets une playlist sur une application que mon fils m'a offert. Et puis ma playlist se termine, donc là, il n'y a plus de musique. Je dis, je suis dans un truc où je dois être concentrée, c'est pas grave, je vais mettre une nouvelle playlist après, je ne suis pas à côté de mon téléphone. Et au bout de quelques temps, pas de musique, ça se met en route. Pourquoi ça se met en route tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'entends une chanson que je ne connais pas, je ne reconnais pas du tout les notes, et là, j'entends le texte. Et là, j'ai les poils qui se dressent de partout. J'ai un frisson qui me parcourt. Et là, encore une fois, je sais que ce que j'entends, ça concerne ma maman. Je me lève, je vais chercher mon téléphone et je regarde ce que c'est. Donc, c'est une chanson de Grégoire. Je connais le répertoire de Grégoire, mais je ne connais pas cette chanson-là. Je ne savais même pas qu'elle existait. Je vais chercher le titre et je vois que c'est « Chanson pour un enterrement ». Là, je vais faire attention de ne pas rentrer dans l'émotion parce que c'est du très perso ce que je partage. Et là, ça me glace le sang, le texte est juste magnifique. C'est en rapport avec mes croyances, je ne vais pas redire les paroles précisément, mais par exemple, c'est je ne te vois pas dans ce cercueil vide et froid, je ne crois pas en la mort de l'esprit, voilà, je crois en ta présence, tu es là à côté. » Et là, c'est juste horrible pour moi, c'est horrible parce que là encore, je sais que cette chanson, elle est là pour me faire comprendre quelque chose, pour m'annoncer quelque chose, et je sais que c'est ma maman. Et là, je suis bouleversée parce que cette chanson, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais entendue, je ne savais même pas qu'elle existait. Et là encore, je vais le dire à ce couple d'amis. Là, on est peut-être au mois de mars. Ça devait être quelque part au mois de mars. Ma maman est toujours en bonne santé.
Mois de mai. Le mois de mai arrive. Et là, à partir de ce moment-là, rien d'autre à part ces angoisses le matin. Et puis, mois de mai, ma maman est emmenée en urgence à l'hôpital pour des difficultés respiratoires et une toux anormale. Quelque temps avant, elle était allée voir son médecin. On lui diagnostique une grippe qui ne passe pas. Finalement, ça ne va pas être ça. Finalement, elle est en récidive cancer avec métastase pulmonaire, métastase osseuse, probablement aussi au foie. Enfin bref, ça a touché plusieurs organes. Prise en charge déplorable là où elle habite. Ils ne sont pas par ici. Je fais transférer ma maman à Dunkerque pour être présente tous les jours parce que là, je fais les allers-retours et là, je veux être présente tous les jours. Je vais l'accompagner jusqu'au bout. Elle arrive à Dunkerque mi-juin. Et là, très vite, on va nous dire qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on est, qu'on pourra juste l'accompagner, mais qu'il n'y aura rien à faire. Et là, je repense à ce 5 et ce 7. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce 5 et ce 7 ? Est-ce qu'elle va mourir le 5 juillet ? Le 7 mai, c'était plus possible puisqu'on était mi-juin. Et là, je repense à ça et ça me trouble, en fait. Je suis complètement interpellée par ça. Et puis le temps passe, et puis elle va rentrer dans le coma. Et là, on me dit qu'elle ne va pas ressortir du coma. Bon, alors là, je fais intervenir un magnétiseur que je connais. Là aussi, c'est bizarre parce qu'en fait, finalement, si je veux raconter la réalité des choses, c'est un magnétiseur que finalement, je connais quasiment pas. Je l'ai rencontré une fois, il m'a été présenté une fois, mais je n'ai pas eu d'échange avec lui, très très peu. Et c'est lui qui m'appelle. Et il m'appelle pour quelque chose qu'on devait voir ensemble et il me dit, il a appris par une amie en commun que ma maman était à l'hôpital et il me dit, je ne comprends pas ce que je vais vous dire, mais je sais que je dois intervenir pour votre maman. Et là, je lui dis, je vous arrête tout de suite, il n'y a plus rien à faire, donc ce n'est pas nécessaire. Il n'habite pas tout près d'ici, il habite à 1 heure de route, donc je ne veux pas faire déplacer ce monsieur pour rien. Et je lui dis que c'est gentil, mais non, quoi. Il me dit, si, je suis en intervention pas loin de Dunkerque, donc tel jour, je serai tout près. Laissez-moi intervenir, je sais que j'ai quelque chose à faire. Il intervient. Il me dit, donc je le laisse seul avec ma maman, il ressort de la chambre, là on va échanger. Il me dit, effectivement, vous m'avez dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Je ne sais pas encore vous expliquer pourquoi j'avais ce besoin de venir. Je ne peux effectivement pas la guérir. Par contre, je peux peut-être permettre qu'elle puisse dire au revoir à tout le monde. Et là, je ne comprends pas finalement ce qu'il me dit parce que elle est dans le coma et on sait qu'elle ne ressortira pas du coma. Je le remercie, il s'en va, voilà. 2 heures après son intervention, elle sort du coma. C'est un lundi. Mon frère qui habite en région parisienne doit venir le mercredi avec ses filles. Quand le lundi matin, je l'appelle pour dire qu'elle est dans le coma, mon frère s'effondre. Il est anéanti parce qu'il ne pourra pas lui dire qu'il l'aimait, il ne pourra pas lui dire ce qu'il avait à lui dire et c'est insupportable pour lui. Le fait que ce magnétiseur m'appelle à ce moment-là, qu'elle sort du coma 2 heures après, est-ce que c'est en lien? On ne pourra jamais savoir. Moi, je vais dire que oui. Moi, je vais dire que ça a eu. Moi, je vais dire que c'est son intervention. Mais du coup, mon frère est venu le lundi pensant qu'elle n'allait pas se réveiller, mais avec l'espoir qu'elle entende, puisque les médecins nous avaient dit qu'elle est dans le coma, mais peut-être qu'elle entend. Donc, il ne faut pas hésiter à lui dire des choses. Donc, mon frère arrive le lundi soir, et avant qu'il arrive, elle se réveille du coma. Et donc, toute la famille va être réunie, et on va avoir ce moment privilégié où tout le monde va pouvoir lui dire, et on va tous avoir un temps privilégié avec elle, et on va tous pouvoir lui dire tout ce qu'on a envie. Pour la suite, c'est quand même vachement important. Elle est consciente à ce moment-là, du coup? Elle est réveillée Elle est consciente, elle est réveillée. Elle n'arrive plus beaucoup à parler, elle verbalise rien. On ne sait pas si elle comprend bien tout ce qu'on lui dit, mais elle fait quand même des mouvements de tête. Par contre, alors moi, je suis dans l'action, je suis dans l'accompagnement. Donc, je suis tellement dans l'action que je suis embarquée dans le truc. Et en plus, je porte ma famille, je suis un peu le soutien de tout le monde. Je suis sur Dunkerque, eux ne sont pas, donc tout le monde compte un peu sur moi. Donc moi, je suis embarquée dans cette action. Donc ça va, je tiens le coup. Donc là, je tiens, je suis forte.
C'est après que ça va être difficile. Et puis surtout, ce qui me permet de tenir aussi, c'est que je suis là, quoi. Je suis présente et je suis même présente jour et nuit. Donc j'aurais fait tout ce que je peux. Et donc ce 5 et ce 7. Et donc ce 5 et ce 7, alors elle est consciente, oui c'est ça que je voulais dire, elle est consciente, elle a même plus la force de parler. Mais celui qui le vit très très difficilement, c'est mon fils, donc qui a 26 ans. Lui, il est dans un état pas possible, il se force, donc ça je vais l'apprendre après, il se force à venir la voir après son travail. Quand il arrive, il met énormément de temps à rentrer dans la chambre tellement il est effondré. Quand il rentre dans la chambre, il va dans les toilettes vomir, tellement c'est insupportable pour lui de voir sa grand-mère dans cet état. Il a toujours vu sa grand-mère dynamique. Là, on la reconnaissait déjà plus physiquement. Et quand mon fils, quand c'est son tour, il passe la voir. Il lui dit, je ne sais pas ce qu'il lui dit, ça lui appartient. Et il sort de cette chambre en sanglots et il nous dit, mamie m'a dit qu'il ne faudra pas être triste, c'est pas grave. Waouh. Ça c'est dur parce que je sais que ma maman n'a pas mes croyances, elle veut vivre plus que tout et elle nous a verbalisé, je ne veux pas mourir. Et là c'est dur de se dire qu'elle est consciente jusqu'au bout, mais qu'elle ne peut rien faire et elle est consciente et je pense que quand on vit ces derniers instants, ben on le sait. Et ça, c'est terrible. Et le seul à qui elle a verbalisé, c'est à mon fils. Ouais, ça, c'est un moment fort. Et donc la suite de tout ça, alors, comment ça s'est terminé? Donc la suite de tout ça, c'est que je pose des questions aux médecins, aux infirmiers, et on sait que c'est ces dernières heures, mais on est au mois de juin. Bah, j'ai pas d'explication sur ce 5 et ce 7. Alors peut-être 5h07, peut-être 7h05. Je sais pas. Et puis, une nuit, son état se dégrade. On est dans la nuit du 1er au 2 juillet. Et là, l'équipe est unanime. Elle ne passera pas la nuit. Bon, ben alors je ne sais pas ce que c'est que ce 5 et ce 7. Et puis, 4 heures du matin, l'infirmière me dit, là vraiment, elle est en train de vivre ses dernières minutes. 4 heures du matin, je ne réalise pas, je suis là, je lui parle, je suis à côté d'elle. Elle semble être en discussion. Mais pas dans notre monde. L'infirmière va même me verbaliser. On dirait qu'elle est dans une discussion déjà dans l'autre monde. Et puis 5 heures, 6 heures, je réalise. Mais mon papa qui vit chez moi, parce que depuis que ma maman est hospitalisée, il est chez moi. Mais je lui dis, il faut peut-être que je prévienne mon papa. Donc je demande à l'infirmière, est-ce que j'ai le temps de l'appeler? Elle me dit, ben, il sera trop tard. Mais oui, appelez-le. Je dis, j'habite tout près. Et elle me dit qu'il n'aura pas le temps d'arriver. Mon papa arrive. Donc il arrive vers 6h15. 6h15, l'équipe ne comprend pas qu'elle est encore en vie. Elle tient le coup. Puis là, d'un seul coup, je réalise. Et je regarde la pendule. 6h30, 7h moins le quart, 7h, oh punaise, est-ce que c'est ce 7 et ce 5? Et là, je revois le 5 dans le fond, mais le 7 au-dessus. 7h. Et là, on voit toutes les minutes. 7h1, 7h et le décès, 7h05. Voilà, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas ce que c'est, mais l'heure du décès de 7h05, il m'interpelle plus. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment ça marche, mais tu sais que tu l'as vécu. Ouais, c'est ça. Ça reste une expérience. Ouais, c'est ça. Quand tu les vis, parce que comme tu dis toujours, tu sais en fait. Tu sais, tu vois, tu sais, les informations, tu les as. Donc en fait, finalement, je pense pas que ça te fasse peur, c'est juste que tu es très dans l'interrogation. Tu te demandes tu demandes comment t'es possible. Après, je pense que ce qui fait peur, c'est le verbaliser comme ça aux gens. Ouais. Parce que tu auras forcément des gens qui... Oui, qui vont te prendre pour une illuminée. Qui est tout à fait normal, parce que si tu l'as pas vécu, ça peut paraître complètement dingue, tu vois. Mais en fait, finalement, je me rends compte que beaucoup de monde, sauf moi, malheureusement, tu vois. Pour l'instant. Ouais. Mais je veux dire, il y a quand même pas mal de monde qui expérimente ce genre de truc. C'est fou, quoi. Je prends un exemple. Tu vois, ma grand-mère, mes grands-parents sont décédés, mais il y a ma grand-mère maternelle. Ma maman était à son chevet le jour où elle est décédée, tu vois. Ouais. Pareil, ma grand-mère, elle était assise dans son lit, tu vois. Elle voyait mon grand-père qui était décédé. Ouais, et ça, il y a des témoignages comme ça, il y en a plein. Ma mère a vu sa mère.
J'arrive à l'hôpital, elle semblait endormie. Donc tu vois, le soir, je quittais la clinique, je rentrais chez moi prendre ma douche. Il y avait des douches là-bas, mais je rentrais chez moi. Je me changeais, tu vois, je prenais des affaires pour le lendemain. Je repartais à la clinique. Je dis, voilà maman, t'as vu, j'ai pas été longtemps, juste le temps de prendre ma douche, je suis revenue. Puis elle faisait ça, donc son lit était là, moi j'arrive, puis elle faisait ça comme ça, puis elle dit maman, maman. Ben, je dis maman, c'est moi, Carole. Tu me reconnais? Elle me regarde. Tu sais qui je suis? Ben, je suis qui? Puis elle rassemble toutes ses forces pour dire ma fille. Bah oui, bah t'étais en train de dire maman. Elle fait oui. Bah qu'est-ce que tu me montres là? Tu me montres le bout de ton lit? Bah qu'est-ce que tu vois au bout de ton lit? Tu vois ta maman? Elle dit oui. Et ça, elle me l'a dit plusieurs fois. Et il y a une infirmière qui arrive, j'écoutais, elle délire, elle me dit qu'elle voit sa mère là au bout du lit. Elle me dit oui, mais moi elle me l'a dit. Et elle dit mais moi je pense qu'elle voit vraiment sa mère au bout du lit. Et l'infirmière me fait sortir, elle dit c'est pas rare. Et elle dit mais c'est des proches qui viennent la chercher en fait pour l'accueillir dans l'autre monde. C'est marrant que tu me dis ça parce que non mais j'ai encore une autre anecdote par rapport à ça. C'est mon beau-père. Mon beau-père, il était très malade. Et en fait, il avait un cancer, etc. Il était très affaibli, mais sur les deux dernières années, il était très malade. Et en fait, pendant 2 ans, il percevait son père. Mais la journée, hein, la nuit, dans sa maison. Donc mon beau-père et ma belle-mère, ils habitent ensemble, quoi. Pour lui, c'était tellement réel que limite, il disait à sa femme de mettre une assiette pour le... Ouais. Et en fait, moi, à l'époque, tu vois, j'étais déjà un petit peu curieux sur tous ces sujets, tu vois. Et on essayait de lui en parler, de lui dire, putain, mais il parlait pas trop de tout ça, tout du moins publiquement, quoi. On lui demandait s'il essayait de lui parler, mais bon, on n'a jamais rien su finalement, tu vois. Et en fait, j'ai lu dans un livre. Alors après, c'est pareil, c'est pas une vérité universelle, mais il semblerait que à l'étape de transition, en fait, la vie après, il y a effectivement, il semblerait qu'on arriverait à percevoir du coup 2 mondes différents et que les défunts, alors je sais pas si c'est des vrais défunts, si c'est de l'énergie, bref, on s'en fout. Mais on arrive à percevoir d'autres personnes qui sont là pour nous faire ce petit passage, en fait. C'est dingue. Tu vois, moi, j'en mets ma main à couper. D'ailleurs, dans les témoignages, s'il y a des gens qui peuvent témoigner de ça, ce serait cool, quoi. Mais ouais, carrément. Pour qu'on se sente moins seul, là. Mais je suis persuadé que dans chaque famille, il peut y avoir au moins un témoignage de ça. Alors après, le problème, c'est que c'est de l'invisible. Toutes ces expériences, en fait, qu'est-ce que t'en as conclu? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a chamboulé? Ça me pose question sur l'invisible, sur tout ce monde invisible. Et du coup, ça m'interpelle et je me dis qu'effectivement, ça me prouve, en tout cas moi, dans mes croyances, ça me prouve qu'il y a une autre dimension qui existe. Et du coup, encore plus que jamais, je crois en la survie de l'esprit. Ça m'a vraiment aidée, notamment pour ma maman, ou de me dire que son corps, finalement, c'était son véhicule terrestre, mais qu'elle est bien plus qu'un corps et que son esprit est toujours là, qu'il ne peut pas mourir. Et du coup, je n'avais pas du tout pensé dire ça, mais hier, j'étais à Givelde pour prendre un peu faire des essais de la technique pour le spectacle que je suis en train de préparer pour l'association SICOR, un spectacle qui sera joué le 2 décembre. Mais j'avais quelque chose de très important l'après-midi, où là j'avais été appelée par une institution de Calais pour faire une conférence, et c'était une conférence devant un public d'entreprise. Et donc c'était témoigner de mon parcours pour faire prendre conscience à l'importance d'être accompagné quand on est en emploi, pour justement mieux pouvoir rebondir après. Et donc c'était quelque chose d'important pour moi. Et j'ai la photo de ma maman chez moi. Et le matin, avant de partir, je me suis adressée à elle. Je le fais rarement, mais là je me suis adressée à elle en disant je t'emmène avec moi aujourd'hui, il faut vraiment que tu m'accompagnes. Mais moi je pensais à l'après-midi, je ne pensais pas au matin. Je pensais à l'après-midi, mais je ne le verbalise pas. Je lui dis voilà, il faut que tu sois avec moi parce que c'est une journée importante. Voilà, il faut que tu me donnes le courage de dire les bons mots au bon moment et que mon témoignage soit impactant et qu'il puisse faire prendre conscience aux entreprises de l'importance d'accompagner leurs salariés. Et puis je m'en vais,
d'abord à Guyvelde le matin. Et à peine j'étais dans cette salle, il y a quelqu'un qui me dit « Carole, retourne-toi ». Et je me retourne et il y avait un papillon dans cette salle. Alors, ça peut paraître rien, mais moi, ce papillon, dans une salle fermée, je me suis demandé si ce n'était pas l'esprit de ma maman. Et je me suis dit, je n'ai pas précisé que ça devait être l'après-midi. Peut-être qu'elle était déjà avec moi le matin. Voilà, je fais cette petite parenthèse, mais du coup, pour moi, tout ça, tous ces petits signes ont beaucoup de sens pour moi aujourd'hui. Et voilà, c'est-à-dire qu'un signe qui pourrait paraître anodin, en fait, finalement, t'en fais quelque chose de relié avec... Complètement. Carole, aujourd'hui, qui est-elle? Elle fait quoi? C'est-à-dire que maintenant, tu vois, si on prend un emploi du temps de ta vie d'une semaine, qu'est-ce que tu fais exactement? Eh bien alors, elle ne s'ennuie pas, la Carole d'aujourd'hui. Déjà, elle est beaucoup plus épanouie qu'avant, malgré qu'elle gagne 2,5 fois moins qu'avant. Mais elle est beaucoup plus épanouie, elle adore la vie, elle est souriante tout le temps. Tout ce qu'elle fait, elle trouve tout intéressant, elle a envie de plein de choses, elle n'a pas assez de ses journées pour faire tout ce qu'elle veut. Donc elle travaille à mi-temps pour l'association SICOF. Donc l'association SICOF, c'est quoi exactement? Santé intégrative Côte d'Opale Flandre, où on accompagne des patients atteints de maladies chroniques, enfin des personnes, je ne veux pas dire patients, on accompagne des personnes atteintes de maladies chroniques. Donc cancer, burn-out, fibromyalgie, endométriose, maladie cardiaque, tout ce qui est chronique. On accompagne aussi les seniors sédentaires, les aidants, mais aussi les personnes qui ont un inconfort mental, alors qu'ils sont très stressés, très angoissés, ils ne sont pas bien, ils se sentent tristes, ça ne va pas dans leur vie. Ils n'ont pas encore de maladie, mais des inconforts et ils veulent justement ne pas tomber malades. Donc nous, on va les accompagner donc, en leur proposant des activités telles que du yoga, de l'art-thérapie, de la sophrologie, de la méditation, des ateliers d'écriture, des gestions du stress et des émotions. Enfin voilà, plein d'activités différentes. On en a 8 au total. Et on a surtout des intervenants de qualité. Donc il y a vraiment une plus-value et il y a vraiment un but thérapeutique. Tu pratiques toujours les massages aussi? Ah oui, je pratique toujours les massages, donc dans l'autre partie de mon temps. Voilà, je travaille aussi un peu chez les papillons blancs, donc personnes en situation de handicap. Je suis animatrice santé, j'anime des webinaires pour eux. Pareil, passionnant. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, mais passionnant. Hein. Derrière une personne en situation de handicap, il y a un humain. Donc moi, l'humain, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Et puis, j'aime les gens. Donc voilà, je suis toujours en recherche d'aller un peu plus loin. Donc la nouvelle Carole d'aujourd'hui, elle ne sait pas ce qu'elle va faire demain, mais elle a toujours 1000 idées. J'ai plein d'idées en tête, voilà. Après, il y a des questions de budget. Hein. Dans l'association dans laquelle je travaille, on ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait parce que il faut des subventions, il faut des sous. C'est difficile d'aller chercher tout ça. Mais voilà, plein d'idées, quoi. Cette expérience de la maladie, justement, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Est-ce que tu as vu quel côté positif et quel côté négatif? Elle m'a apporté, alors le négatif, je vais le dire tout de suite, parce que finalement aujourd'hui j'ai du mal à trouver du négatif. Donc le seul négatif que je retiens de l'expérience maladie, c'est que même si on a la chance d'être super entouré, moi j'ai des super parents, j'ai un frère très proche de moi, même si on a des amis exceptionnels, face à certaines décisions médicales, on est complètement seul. Moi, j'ai dû prendre des décisions sans avoir fait fac de médecine, sans avoir de connaissances, donc je me suis documentée. Enfin, j'ai vraiment appris à connaître mon dossier. Mais face à certaines décisions, on est terriblement seul et personne ne peut nous venir en aide. Ça, c'est le négatif que je retiens. Positif, il y en a plein. Plein. Positif, j'ai appris à me connaître moi. Je ne savais pas qui j'étais au fond de moi. Là, je me suis découvert une force que je ne me soupçonnais pas. J'ai appris à connaître mes vulnérabilités, mais du coup à me concentrer sur mes forces. J'ai découvert que la vie, elle tenait qu'à un fil. Aujourd'hui, on est là, demain, on peut ne plus l'être. Donc j'ai appris l'importance du moment présent. Vivre pleinement le moment présent. Là, ici, je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire après. J'ai appris l'acceptation. Qu'est-ce que c'est l'acceptation? Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, ok, j'avais écrit dans mon mémoire que j'ai accepté la maladie, mais je suis en train d'écrire ça. Est-ce que je sais ce que c'est vraiment accepter? Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la maladie et que je cautionne ce qui m'est arrivé, évidemment. Hein. Si j'avais pu réaliser tout ça sans passer par la maladie, évidemment, c'est ce que j'aurais voulu. Mais n'empêche que j'ai accepté.
elle est là, cette maladie, elle est là, ok. Mais du coup, j'ai plus été chercher les super pouvoirs que j'avais en moi. Et qu'on a tous, parce qu'on a tous des super pouvoirs. Ces super pouvoirs, c'est ok, je vis cette épreuve de vie, je ne peux pas changer ce fait-là. Par contre, là où je peux agir, c'est qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste à vivre. Ça m'a appris ça. Ça m'a appris des nouvelles compétences, puisque quand on s'en remet dans les mains comme ça d'un monde médical, on apprend à faire confiance, on apprend la patience, on apprend le travail en équipe, on développe plein d'autres compétences finalement. Et j'ai surtout aussi appris à oser. Oser être pleinement moi déjà. Tu dis que c'est quand même une expérience qui était très très individuelle, tu vois, Oui. donc c'est un chemin qu'on doit traverser quand même seul malgré qu'on soit entouré. Malgré tout, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui est confrontée à un diagnostic similaire à toi? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Eh bien, je dirais qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut oser faire tout ce qu'on a envie de faire, qu'il ne faut pas se mettre de barrières, qu'il ne faut pas se dire qu'on n'est pas capable, parce que je pense vraiment que rien n'est impossible. J'étais quelqu'un de pessimiste avant, je suis carrément optimiste aujourd'hui, et je pense que quand on décide quelque chose, rien n'est impossible et qu'on peut tout faire. Je dirais qu'il faut vraiment ça, qu'il faut vraiment oser, croire aussi au pouvoir de guérison, au pouvoir du mental. On n'utilise même pas 10% des capacités qu'on a. Et un de mes livres préférés, c'est Le Petit Prince. Mais donc j'aime beaucoup Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, il dit « Fais de ta vie un rêve, une réalité ». Bah ouais, faites ça en fait. Et Martin Luther King, il dit encore mieux. Lui, Martin Luther King, il dit « Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement. » Putain. J'aime bien la faire celle-là, j'aime bien putain. Donc quelqu'un qui est dans le, tu vois, qui est dans le dur, là. Tu vois, quelqu'un qui est vraiment dans le dur, quoi, qui est dans la, que ça soit dans le moment de toute façon, du diagnostic, des chimios, etc. Tu vois, quelqu'un qui se sent au fond du trou en quelques mots, c'est quoi l'élan qu'il pourrait avoir pour essayer de... Moi, je lui dirais, garde espoir, surtout garde espoir, vois les super pouvoirs que tu as en toi et n'oublie pas, un diagnostic peut être déjoué. Et là, je lui conseillerais des lectures. Très bien. Eh bien, en parlant de lecture, belle transition, bravo. Alors là, on peut l'applaudir, hein, bravo, bravo. En parlant de lecture, justement, moi, je sais que dans mon parcours de vie, il y a toujours des livres un peu qui m'ont marqué, qui m'ont un peu chamboulé, quoi. Toi, est-ce que tu as justement un ou deux ou trois livres qui t'ont marqué, tu vois? Et si oui, pourquoi? Je vais parler de 2 livres que j'ai lus avant cancer. Donc, il y en a un premier de Laurent Gounel qui est L'homme qui voulait être heureux. Donc là, je ne connaissais pas ce qui allait m'arriver, mais là, quand même, ce livre, il m'a vraiment, vraiment interpellée. Et je me suis dit, waouh, ce livre est vraiment très fort. D'abord, écrit, très bien écrit, très facile à lire. Et lui, il m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur le message de ce livre, c'est tout est possible en fait. Si tu veux vraiment réaliser quelque chose, c'est possible. Tu as ce pouvoir-là. Donc ça m'avait vraiment interpellée. J'invite vraiment à le lire parce qu'il est à la portée de tout le monde. Le deuxième que j'ai lu, toujours avant diagnostic, c'est L'âme du monde. L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Et là, L'âme du monde, mais c'est pareil, je l'ai adoré. Pour moi, c'était un conte initiatique. Et L'âme du monde, en fait, on se pose des questions complètement essentielles sur pourquoi je suis sur Terre. C'est quoi le but de mon existence? Quelle est ma place dans ce monde? Enfin, il pose vraiment plusieurs questions comme ça sur le sens de la vie. Mais pareil, extrêmement bien écrit, j'ai adoré. Donc ces 2 premiers livres lus avant la maladie m'ont vraiment fait du bien au cœur mais à l'esprit aussi. Et puis le troisième que je conseillerais, il faut faire un tri parce qu'il y en a plein, mais le troisième, c'est L'amour, la médecine et les miracles. Alors c'est de, je ne sais pas comment ça se prononce, Siegel, ça s'écrit S-I-E-G-E-L. Et c'est un médecin, un chirurgien, enseignant à l'université de Yale,
qui a écrit un livre. Donc lui, il est pionnier dans la médecine, justement, médecine corps-esprit, où il a fait des études, des recherches sur les patients atteints de cancer ou atteints du sida. Et où justement, il met en lumière la relation corps-esprit. Et c'est vraiment intéressant, puisque là, c'est écrit, c'est le point de vue d'un scientifique, et où il s'appuie sur des expériences vécues. Et ce livre, pareil, j'ai adoré. Alors, il n'est pas écrit de la même façon que les deux autres, forcément, mais là, il met vraiment en lumière qu'un mauvais pronostic peut être déjoué. Et là, c'est appuyé par des exemples concrets. Et il y a des choses qui m'ont vraiment marqué dans ce livre. Carole, je te remercie beaucoup d'être venue. Merci à toi, Sébastien. Merci d'avoir témoigné, c'est super. Un petit mot de la fin? Eh bien, un petit mot de la fin, moi je dirais vivre. Vivons chaque minute intensément, ne perdons pas de temps, parce que la vie est courte et que c'est maintenant qu'il faut profiter de chaque instant. C'est une très belle phrase, mais j'aurais préféré que tu me dises tiens, on n'irait pas boire une petite bière ou quelque chose, ça aurait été quand même mieux, tu vois.